voir apparaître un petit quelque chose. Voilà. Bon, et ben c'est parti pour l'émission de One Hour supramental. Bonjour Raed. Bonjour Jean-Claude. Voilà. Et le sujet de ce soir, c'est utiliser l'énergie de ses émotions. Alors, on avait vu précédemment que, en fait, si je tire sur le fil, eh ben, il y avait, tiens, comment euh, avoir un bon contact avec son double, eh ben, il ne faut pas être dans la polarité. Et puis que pour pas être dans la polarité, comme ça nous vient suite au fait que l'on soit un peu dérangé par nos émotions, et ben, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser l'énergie de ces émotions, c'est-à-dire comment ne pas être ballotté par ses émotions, mais être un peu en maîtrise de ses émotions. Alors, euh, je vais vous passer un tout petit extrait par rapport aux émotions, bien sûr. Et c'est parti. Yeah, how you doing, champ? Huh? Did you mess with us, man? Bon, voilà. On a tous compris que, ben voilà, c'était un petit extrait du feuilleton Hulk. Donc, quand le héros, qui est un être humain normal, eh ben, on l'énerve de trop, il devient une brute enragée, enfin, il devient le monstre vert qui a une force surhumaine, etc. Donc, voilà. Bon, ben, ça, ce serait l'utilisation de l'énergie de la colère. OK. Bon, je peux peut-être introduire un tout petit peu. Alors oui, je rappelle aussi que dans la description du live, j'avais oublié de mettre le lien pour rejoindre le direct. Je l'ai ajouté il y a 5 minutes. Donc, si vous ne le voyez pas et que vous voulez intervenir, eh bien, rafraîchissez la page du direct et puis vous verrez le lien et ça vous permettra de cliquer dessus pour nous rejoindre. Pour le moment, on est deux, mais on fait l'affaire. Voilà. Raed, je continue un petit peu là sur les émotions avant que tu interviennes ou tu veux y aller direct? Non, non, tu peux y aller. Hein. Ils sont Ok, libres de très partager bien. avec Alors, nous ce que tu as. ouais. Bon, alors, oui, disons que ce que j'ai mis dans la description de la vidéo, eh bien, j'ai rajouté aussi une référence vers un livre sur laquelle je suis tombé par hasard, bien sûr, le hasard n'existant pas, mais par hasard dans une librairie il y a 2 jours. Et puis, c'était un petit livre sur les émotions. Donc, ça s'appelle Les émotions, mode d'emploi de Christelle Petit-Colin. Et il était passionnant. Donc, je ne vais pas vous faire un petit résumé, mais je vous donne déjà le début. C'est qu'on a 4 émotions de base. L'être humain a 4 émotions de base euh, qui- que l'on ressent quand on est, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et toutes les autres, eh bien, se rajoutent du fait de notre éducation, de notre vie en société, etc. Donc, globalement, enfin, en résumé, la joie, bah, c'est le moteur de notre existence, c'est-à-dire que quand on éprouve de la joie, eh bien, voilà, tout va bien et on va de l'avant. Quand on éprouve de la colère, c'est que généralement, eh ben, il y a quelqu'un qui vient mordre sur notre territoire et donc on doit défendre son territoire, on doit poser ses limites. Donc, voilà comment dire, le but de cette colère, c'est ça, c'est que
on puisse vivre pleinement. Ah, il y a Jean-Luc qui va nous rejoindre. Très bien. Bon, je continue. Donc, la tristesse, eh bien, elle arrive quand, en fait, on tourne une page, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui a pris fin et ben, du fait que ça a pris fin, on est dans un mood de tristesse parce que, il faut qu'on fasse le bilan de la page qui s'est tournée. Et la peur, ben, en fait, c'est notre mécanisme de protection, hein. C'est-à-dire qu'il y a un danger réel ou imminent. Ah, bonjour Christian. Et ouais, bonsoir Christian. Ah ben, on va être une bonne bande ce soir, là. Ça c'est bien. Et donc la peur, eh bien, ouais, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et donc la peur, ben, c'est notre mécanisme. Bonsoir, Ed. Ouais. C'est notre mécanisme de protection dans notre vie. Donc, je récapitule, la joie, la colère, la tristesse et la peur, c'est les émotions innées qu'éprouve le bébé. Et puis, au fil de notre vie, on nous apprend à en avoir d'autres. Bref. Donc voilà, c'était juste une petite introduction que je voulais faire et tirer de la lecture de ce livre vraiment que je vous conseille, hein, qui est en référence dans la description du live. Voilà. Donc, est-ce que l'un de vous trois veut prendre la parole? Oui, non? Non, c'était trop beau. Ah, bon, non, mais je peux continuer, hein, parce que je peux vous faire un résumé du livre, mais enfin. Je peux commencer, là, vous m'entendez? Oui, c'est jamais mon appareil. Bon, je vais commencer, il en faut un. Alors, l'émotion, alors moi, déjà, je fais une distinction assez importante entre l'émotion et l'émotivité. C'est-à-dire que j'ai l'impression, encore aujourd'hui, que l'émotion, on n'y peut rien. Enfin, c'est parfois lié, enfin, ça peut être lié, par exemple, à une surprise. Je prends un exemple, tu es en voiture tranquille, tu as un gros camion qui te fout un coup de klaxon, ou tu te balades dans la rue, tu as un chien qui aboie que tu n'as pas vu venir. Bon, là, tu es surpris, ça crée une émotion. Bon, plus ou moins importante suivant le mémoriel, parce que l'émotion est toujours rattachée à une mémoire ou une programmation, enfin, peut-être les deux, enfin, ça dépend des cas. Ça, c'est plus ou moins lié. Donc après, le but, c'est de ne pas tomber dans l'émotivité. L'émotivité, c'est quand tu maîtrises, quand ça prend trop, quand ça dépasse les bornes, si je peux dire. Être surpris, par exemple, parce qu'un chien aboie, si ça nous ramène à une histoire au passé où on s'est fait mordre, par exemple, une histoire comme ça, là, ça va complètement déborder de notre champ. Et là, on va perdre on va perdre la maîtrise de soi. Et c'est là où moi, j'appelle ça basculer dans l'émotivité. Donc, ça peut être une occasion pour nous d'observer ce phénomène et donc d'aller comme brûler la mémoire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien ou si je me fais comprendre, mais ça peut être aussi un révélateur d'un truc à aller observer chez nous. Voilà. Puis après, il y a des trucs. Alors, quand j'ai vu le sujet, c'est marrant parce que il m'est arrivé un truc récemment que j'ai résolu. Enfin, je vais vous expliquer. J'ai fait des analyses de sang. Il y a un truc à la con. Bon, rien de grave, mais sur le coup, ça m'a énervé parce que le docteur voulait que je fasse des trucs que j'ai refusé, bien sûr. Et enfin, bien sûr, façon de parler. Et tout ça, ça m'a mis. Pour résoudre ce problème que j'avais vis-à-vis de cette situation, ben, je suis rentré volontairement en colère. C'est-à-dire que je me suis mis à gueuler. Et le fait de gueuler contre tout le monde, hein, pas contre le médecin, lui, il était pour rien. Il était dans son rôle et les analyses aussi, j'avais qu'à pas les faire. Mais bon, donc je me suis mis à gueuler et puis je me suis soudainement senti rempli d'énergie, enfin rempli comme regonflé. Et puis surtout, le problème n'existait plus après. Voilà, tout était résolu. C'est comme si ça avait insufflé en moi quelque chose du genre, mais en fait, il ne s'est rien passé, quoi.
Voilà. Attends, c'est pas clair, Christian. Le Ah problème ouais. est résolu. Le problème est résolu. Ça veut dire Eh ben, quoi? c'est-à-dire que suite à des examens médicaux, enfin, je vais rentrer dans le détail, je vais t'expliquer, c'est pas bien Non, secret. mais Le médecin me dit, oulala, tu as du cholestérol, il faut faire attention. Bon, moi, je n'y crois pas à cette connerie de cholestérol. Pour moi, c'est une question de taux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, j'ai j'ai essayé d'expliquer mon point de vue au docteur. Puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais allé le voir. Donc, lui, il était dans son rôle aussi. Donc, en sortant de là, j'étais étrange par rapport à moi-même. Et donc, je me suis mis à gueuler. Et ce problème était résolu, ce problème que j'avais envers moi. Mais par rapport aussi à cette émotion que j'avais eue, où je me sentais mal par rapport à cette situation. Je ne sais pas si c'est plus clair. oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est pas, t'as pas gueulé face au médecin, c'est Ah non, non, non. c'est Non. sorti Voilà, c'est ça. de l'entretien et Oui, oui. d'accord. Oui, parce que le médecin, c'est moi qui suis allé le voir. J'y suis allé. Oui, oui. Oui, donc Lui, il est dans son rôle. Hein. d'accord, tu as exprimé ta colère comme ça, Voilà. sans qu'il y ait de gens en face. Enfin, Voilà, c'est ça. ah, C'était avec moi-même. C'était Ah, avec moi-même par rapport à ces analyses dont j'ai rien à foutre, mais par rapport à la situation qui était en train de m'embarquer dans une espèce d'émotivité que j'aime pas ressentir. Ouais. C'est là où je parle d'émotivité, c'est quand tu maîtrises plus ton émotion. C'est clair ce que je dis ou tu veux que j'explique un peu plus ma façon de voir? Pour moi, il y a l'émotion, c'est quand il y a quelque chose qui t'arrive en pleine tête, comme ça, suite à une surprise, suite à un truc plus ou moins inattendu. Et l'émotivité, c'est quand tu n'arrives pas à gérer cette émotion, ce truc, et que ça déborde. oui, que tu es embarqué vers Voilà, autre que t'es chose, embarqué. hors Pour de moi, toi. une émotion ne devrait pas durer plus de quelques minutes, quoi. Voilà, faut Ah pas que oui. ça. Et Voilà. d'où ce que tu sous-entendais, c'est-à-dire que ce que tu appelles l'émotivité, c'est l'émotion qui C'est serait, l'émotion qui déborde, quoi. ouais, Qui mais qui déborde. serait, enfin, dans lequel quelque chose te manipulerait via Voilà, tes c'est ça. émotions. Au C'est ça niveau, que tu veux dire, hein. au niveau de l'énergie, je me sentais partir, quoi. D'accord, pour te pomper, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, clairement, voilà, Soyons, tu as soyons résumé clairs. voilà, Ok, tu as très bien résumé ce que je voulais dire. très bien. Ok. Bon, Merci. bah, c'est très clair. Est-ce que Raed ou Jean-Luc, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Bon, moi, je veux bien parler, hein. Vas-y. Je me rattache à ce que Christian a dit par rapport à l'émotivité, comme une espèce de dépendance quoi, de ses propres émotions. Comme, bon, je considère qu'il y a certaines personnes plus que d'autres dépendantes de ses propres émotions, euh, alors que certaines personnes, ils arrivent un peu à se détacher de ses propres émotions pour les vivre, bien sûr, mais de façon plus neutre. Beaucoup plus de personnes, ils agissent en proie de leurs émotions. Je pense suivant par rapport à la colère ou euh, par rapport à d'autres émotions, quoi. Mm. Je pense que c'est pas toujours évident d'avoir une centricité par rapport à ces émotions parce que ben, les émotions elles nous appartiennent, quoi. Ou pour le moins, on considère qu'elles nous appartiennent. Du coup, ben, c'est quelque chose de très intime aux individus. Mais les émotions, ils créent beaucoup de dépendance, je trouve. Parce que c'est clairement plus facile de réfléchir et de prendre des décisions quand, quand on n'est pas sous l'influence de certaines émotions. Alors quand on est bien chargé de certains sentiments ou émotions, ben, on tend à prendre des décisions un peu sur la légère, quoi. Oui, mais par rapport au sujet donc, du jour, là, c'est comment utiliser l'énergie de ses émotions. Donc, OK, admettons que sur une des émotions, bon, ça peut être une des quatre que j'ai données, ou entre la joie, la colère, la tristesse ou la peur, ou bien une autre, hein, il y en a plein d'autres.
et ben, si tu vois que tu es embarqué, justement, tu es trop embarqué par une émotion, comment on pourrait moins être embarqué et plus utiliser l'émotion Je sais pas s'il y a beaucoup de mécanismes pour pas être pris par ses propres émotions, parce que souvent, quand on éprouve des émotions, c'est déjà un peu trop tard. Euh, euh, je pense que quelque chose que ça pourrait être utile, c'est, c'est un conseil un peu de grand-père ou de grand-mère, quoi. C'est l'effet d'améliorer un peu sa vie, quoi, de façon générale. Je pense que les personnes qui, par exemple, elles font du sport, ben, elles vivent mieux leurs émotions parce qu'on se sent plus aéré, on se sent plus équilibré, on se sent plus relaxé, quoi, parfois. Du coup, on est moins sur tension, quoi. Euh, chercher à développer une certaine centricité, quoi. Observer toujours un peu euh, ses pensées, ses émotions sans se devenir évidemment obsessionnel, quoi. Ça peut aider. Et je sais pas, la lecture, ça peut être un outil pour chercher à peu se détacher de ses pensées ou ses émotions, de façon générale. La lecture, ça aide bien. Ok. Euh, je sais pas, d'autres activités méditatives, hein. Mais bon, ça devient un peu philosophique, mais je sais pas, la méditation, moi, je trouve que ça peut aider. Que ce soit la méditation en faisant des tâches, en cherchant vraiment de faire des tâches un peu méditant, ou la méditation classique quand on y arrive, hein, parce que c'est pas toujours évident de faire la méditation. Quand on est en proie de ses émotions, et surtout si on vit une situation, ben, c'est pas évident de dire bon, moi je vais méditer pour vivre mes émotions. Et, et quelque chose que c'est à la base de toutes les démarches un peu psychiques quoi, ou de conscientisation, c'est l'effet d'observer ses émotions et l'influence qu'ils ont sur nous. Et c'est là, nous mène un peu à comprendre un peu les mécanismes que, qu'ils agissent sur nous. Ok, donc si j'ai bien compris, si je peux résumer, Oui, donc il y a un, développer la centricité, c'est-à-dire, alors là, tu donnais comme moyen le sport ou la méditation, donc le fait de, de- d'être stable dans la vie et d'être moins ballotté, hein, il y a ça. mm, Et puis après, il y a l'aspect d'observer et d'analyser, d'observer et de s'analyser, hein. oui. Je pense Ah, que les deux choses elles vont ensemble, hein. a posteriori. Ouais, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un, être plus stable, donc moins ballotté par les émotions. Et puis deux, ben, ok, donc de temps en temps, ou après qu'on ait été ballotté parce que finalement c'était trop fort, plus fort que nous, et ben s'interroger un peu sur le pourquoi du comment, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'à force de subir quelque chose, dans ces cas, les émotions, on cherche quelque chose pour compenser ou pour être moins influencé. Et c'est de là que souvent, ils arrivent des pratiques. Beaucoup de personnes ils tournent vers, je sais pas, des activités un peu, je dirais un peu zen, quoi, pour essayer de contraster un peu des influences, des choses qu'ils vivent psychiquement, quoi. C'est peut-être pas toujours la meilleure des façons, mais c'est une façon de dealer avec les choses, quoi. Ok, donc là, euh, il me semble que pour l'énergie des émotions, en fait, c'est pas, on va dire, ta méthode, enfin ta méthode, enfin ta méthode. Ce dont tu viens de parler, c'est pas tant pour utiliser l'énergie des émotions, mais que pour moins en avoir, enfin, moins ressentir ces émotions et, enfin, ouais. Je vois ta question, hein. Euh, Ouais, parce que est-ce que ce que tu nous dis, c'est finalement de ressentir de moins en moins les émotions ou pas? Pas forcément, mais surtout de les vivre d'une façon plus libre et moins en être possédé, moins vivre les émotions de façon contraignante. Parce que je trouve que souvent on subit nos émotions parce qu'on ne comprend pas les mécanismes qu'il y a derrière, quoi. On ne comprend pas d'où ça provient les émotions, comment ça fonctionne, quoi. Et, certaines personnes, ils passent longtemps, quoi, avant de pouvoir dire, bon, je suis à l'aise avec mes émotions, je suis à l'aise avec moi-même, mais c'est par rapport à des étapes qu'ils ont vécues, quoi. Et du coup, souvent, ils ont vécu là,
le poids en fait des émotions, le poids d'autres problèmes, jusqu'au moment où ils se disent je trouve des mécanismes, je trouve des choses qui vont mieux. Ok. Non, très bien. Bon, Christian a levé la main, alors. Bon, merci, Raël. Bon, désolé, Jean-Luc, là, ça fait un moment que tu es connecté. Je t'aurais Non, pas... non, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Christian a levé la main, alors bon. Ouais, Question. c'est pour faire suite à ce que dit Raël, ce que j'ai compris dans ce qu'il veut dire, peut-être il me confirmera, c'est que quand une émotion arrive, à partir du moment où on sait d'où elle vient, quoi, enfin, une émotion, me semble-t-il, est toujours rattachée à une programmation, à une mémoire. Donc, une fois que ce constat est fait, quand l'émotion arrive, ce que peut-être essayer d'exprimer Raël, parce que c'est pas toujours simple d'exprimer, enfin, de dire clairement avec des mots certains mécanismes, là, c'est que quand l'émotion arrive, l'intérêt, c'est de l'observer et d'aller chercher qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion. Alors moi, je prends le cas de la programmation ou de notre histoire personnelle, donc de notre vécu là sur cette vie-là. Et c'est peut-être ça que tu voulais dire, non, Raël? Oui, je te laisse terminer. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, ou c'est du moins ce que j'ai perçu en t'écoutant parler. C'est un peu ça, c'est qu'il faut peut-être laisser passer cette émotion, mais en l'observant. Et plus on l'observe, plus on va trouver un lien avec donc une histoire personnelle ou notre programmation, et automatiquement, on se rend compte que cette émotion, en fait, elle est liée à quelque chose qui, d'une certaine façon, ne nous appartient pas à aujourd'hui, puisque la seule chose qui compte, c'est le temps présent, enfin, c'est notre réel ici, là, c'est cette instantanéité. Donc, dans cette instantanéité, on n'est pas lié à cette histoire, à ce mémoriel. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vous laisse. Donc, c'est que, donc toi, enfin, la piste, c'est d'explorer, c'est-à-dire d'observer l'émotion et d'essayer d'aller rechercher dans notre programmation pourquoi on vit sa programmation ou histoire personnelle qui peut être plus ou moins récente. Hein. Ok. Et donc après, alors, c'est d'autant plus facile que souvent, ces moments de forte émotivité, quand on bascule, hein, c'est des choses qui sont répétitives, en fait, qu'on a déjà vécues, me semble-t-il. Ok, très bien. Bon, Jean-Luc, là, tu veux intervenir? Pour, ce que je pourrais dire, c'est que, en résumé, on a la sensation que quand on a une émotion, on est un petit peu la cible. On devient le pantin, on devient l'individu qui n'est plus en contrôle. On n'est plus le maître de quoi que ce soit. On est un petit peu ballotté et on a la sensation que cette émotion, c'est essentiellement un lien avec le groupe. Ces branches ou ces tentacules où le groupe se sert, pour nous rapatrier, pour nous ramener au groupe humain, au système humain. Je dis ça parce que quand on ressent une émotion, si on veut se détacher de l'émotion, parce que ça pèse, parce qu'on n'a pas envie de se laisser aller dans l'émotion, de se laisser mener par l'émotion, ou parce qu'on n'a pas le moment ou le temps, on a tendance, une des techniques que j'emploie, c'est se détacher, faire de l'espacement, un espace entre l'événement qui est là, qui nous tire dans ce système de groupe, que ce soit un système de peur, de colère, de joie. Si on veut s'en retirer, automatiquement, on va se séparer. Un petit peu comme disait Raël pour la méditation. On va être distant de l'événement. Et à ce moment-là, on va retrouver notre calme. C'est une des techniques que je vois. Et
En ce qui concerne la colère, c'est un petit peu comme ce mouvement de volonté que de reprendre la direction, de plus être le pantin, de plus être celui qui va être ballotté, mais de rediriger un petit peu ce que l'on est, et pareil, en se distançant, en modifiant le taux vibratoire de l'individu, que ce soit par la colère, que ce soit par la distance, que ce soit par disons, se différencie de la vibration environnante, de la vibration de ce groupe, de la vibration de ce lien. Casser le lien, c'est casser la vibration qui nous tient par ce lien. Et que ce soit de la colère ou de la distance pour la paix, pour s'apaiser soi-même, c'est un petit peu comme casser ce lien et casser cette vibration. Voilà, c'est comme ça que je vois. Ouais, merci. Attends, Red, juste, bon, comme c'est mon émission, j'ai le droit. Non, mais, juste, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue où là, on va dire en face de moi, enfin, c'était en face de moi, mais en face d'autres personnes, il y avait quelqu'un qui faisait un peu le méchant. Et puis, bon, à un moment, il me regarde, et puis je l'ai regardé, j'étais. Il me semble que j'avais un peu cette attitude dont tu parlais, Jean-Luc, c'est-à-dire, ouais, enfin, je vois la situation comme un spectateur, comme un spectateur distant, et puis même, enfin, j'étais un peu amusé par le rôle de méchant, entre guillemets, que le gars avait endossé, et puis il m'a regardé comme ça, puis tout d'un coup, paf, il s'est mis à rigoler, quoi. Je veux dire, l'aspect, enfin, donc moi, il me semble que c'est une situation qui est un exemple de ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait d'avoir été à distance et puis voire même de montrer que tu n'étais pas du tout dans la vibration de, je sais pas, bourreau victime ou un truc comme ça, ouf, ça a fait changer le gars en face, mais du tout au tout. Ah, voilà. Voilà. Ok. Bon, bah, voilà, c'était mon petit exemple perso. Red, vas-y. Et bon, par rapport à ce que tu dis, c'est quelque chose que, que c'est très intelligent. Parce que souvent, quand on donne de l'attention aux situations, ben, c'est là qu'on tombe proie de ces situations. C'est en gardant certaine distance qu'en fait, ben, on peut garder une certaine indépendance, entre guillemets, de l'influence quoi, de la situation. Hein. Mais, mais bon, moi, j'ai trouvé aussi que ce que disait Jean-Luc était intéressant par rapport à l'influence du groupe. Je trouve que ça peut être très dangereux d'appartenir à un groupe, surtout quand ce groupe, il est pas sain, entre guillemets. Quand ce groupe, il n'arrive pas à réveiller les meilleurs de nous. Souvent, dans les groupes, ben, on se trouve pris par d'autres choses, quoi. On tend à agir moins de façon consciencieuse. Je trouve que souvent, qu'on est seul, entre guillemets, sans se dire isolé, mais juste que quand on marche seul, on tend à être plus centrique, je ne veux pas dire forcément plus intelligent, mais on tend à être plus équilibré. Et souvent, ben, quand on est dans certains groupes, ben, on tend à être débridé par la présence du nombre et par l'influence des autres individus. Quand on est dans le groupe, on n'a plus de personnalité. Tu dis, je t'ai pas entendu. Quand on est dans le groupe, on n'a plus de personnalité, il n'y a plus de personne qui compte. C'est la personnalité du groupe total. On suit le mouvement, on applique les lois, on applique les systèmes. On n'est plus individuel. Notre individualité fait qu'en fait, on est capable à tout moment de pouvoir savoir ce qu'on est. Si on est obligé de suivre, on n'est pas dans l'individualité. Comme ça Souvent, on que tu dis, je sacrifie, crois. c'est ça, on sacrifie l'individualité pour appartenir au groupe. Hein. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que ça se reproduit dans plein de situations, hein, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le fait d'appartenir à notre société, quoi. Ah, Red. Un Il est peu, c'est parti. clair. Il y a eu un petit blanc là, Red, mais
Bon, enfin, Bon. tu disais que ce soit dans la religion, et puis après, ça a été interrompu. Donc, Oui, après, la religion, c'est le truc principal, hein, parce que c'est très évident, mais aussi dans d'autres je sais pas comment on dit le terme en Délégation. français. Congrégation, c'est exact, c'est ça. Dans des personnes, ben, on risque un peu de se taire, de faire taire un peu nos principes pour pouvoir accéder à ces bénéfices, quoi. Que parfois, c'est un peu irrisoire. Mais Je- quand même, pour te reprendre, c'est marrant que tout le monde recherche le groupe et tout le monde, en fait, veut être individuel. Euh, on recherche le groupe, que ce soit le groupe des motards, que ce soit le groupe des gens qui se font tatouer, que ce soit le groupe des religieux avec que ce soit des voiles, que ce soit des croix, que ce soit des politiciens en portant un truc rouge. Tout le monde cherche le groupe. Et puis, quand tu les vois, ils te disent, ouais, mais moi, je suis individuel, moi, il n'y a que moi qui pense, il y a quoi. C'est pas vrai. complètement anachronique, sans arrêt, tout ça. Et c'est un peu comme, moi, je pleure pas, moi, je ris pas. Et puis, en fait, ils cherchent toujours à être dans le groupe pour pouvoir être dans les mouvements de colère, dans les mouvements de manifestation. Il y a un effet, euh, je dirais même pas polaire, mais complètement opposé entre une sorte de déni entre les gens qui veulent être ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être et le groupe. Ils préfèrent être dans le groupe que être tout seul. C'est une Oui, opposition entre l'homme et la solitude du supramental et le groupe du surmental ou du mental populaire. Ouais, C'est comme ça que je que vois. sûrement parce que quand les gens adhèrent à tous les groupes que tu as énumérés, Jean-Luc, c'est aussi un besoin de reconnaissance. C'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'une reconnaissance au sein du groupe. Dans les groupes, il y a toujours, quand on observe les groupes, que ce soit entre amis ou dans les groupes, dans les réunions professionnelles, il y a toujours celui qui dit des conneries. Il y a toujours celui qui fait la gueule ou qui rouspète ou qui est jamais content. Il y a toujours, chacun joue un rôle à l'intérieur du groupe. Enfin, j'avais étudié ça il y a quelques années. Enfin, c'était au sein d'un truc particulier, mais c'est assez remarquable comme quoi, effectivement, le groupe est un lieu de dépersonnification, je ne sais pas comme le bon mot, enfin, où il y a un groupe qui existe en fait comme une entité psychique, hein, et comme si cette entité avait besoin de certains personnages pour exister, comme une espèce d'égrégore. c'est l'énéagramme là dont tu parles, non? Pardon? C'est l'énéagramme dont tu parles? Ah, c'est possible, ouais. J'avais fait un stage Ouais. là-dessus, c'était Ouais, les intéressant. numéros. On est le numéro 1, 2, 3, Ouais, 4. c'est ça, ouais. Il y a une histoire comme ça. Enfin, j'avais fait ça dans le cadre professionnel il y a très longtemps. Mais c'était remarquable, hein, comme truc. Mais ça rejoint donc ce qui était dit précédemment sur. Mais par contre, je voudrais prendre un tout petit peu le contre-pied de ce que je viens de dire. Enfin, pas pour prendre le contre-pied pour contrarier, mais c'est que moi qui suis souvent seul, très souvent seul, je suis retraité, célibataire, j'ai mes amis, j'ai les enfants, mais je suis souvent seul. J'apprécie d'être parfois, quand j'accepte, parce que j'accepte pas toujours, mais je choisis les moments où j'accepte des invitations ou les moments où je réunis chez moi des gens. Et c'est aussi une façon pour moi de m'observer. Donc je reviens sur le mot observation dont j'avais parlé tout à l'heure. Ça me permet de m'observer au sein du groupe. Et j'ai remarqué d'ailleurs que non seulement je m'observe pendant que je suis au sein du groupe, mais quand ça dure longtemps, au bout d'un moment, je parle pour moi, pour mon expérience, je cesse un peu de m'observer. Et il y a quelque chose au fond de moi qui tire le signal d'alarme,
ou bien alors j'ai un message qui me vient quelques heures après, quand je vais au lit, et qui me dit, tiens, là, il s'est passé un truc. Tu as quelque chose à, à contrôler, à vérifier pour la prochaine fois. Pour rester dans sa centricité, en fait, dont parlait tout à l'heure Raed. C'est clair ce que je dis ou pas? Mhm. Ouais. Moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Ouais. Donc, les groupes, pour nous, ce que je veux dire, c'est que les groupes, pour nous, ça peut être aussi utile. Voilà. Et plus le groupe est important, c'est-à-dire à partir de 10-12 personnes, plus c'est facile, par contre. Parce qu'on n'est pas là à intervenir. Alors que si tu es dans un petit groupe de gens qui ne sont pas du tout branchés supra, comme parlait Jean-Luc tout à l'heure, on est sans cesse interpellé. On nous demande sans cesse notre point de vue, etc. C'est pas toujours évident pour nous de balancer ce qu'on voudrait dire, quoi, comme on le fait là sans. Bon. Donc le groupe peut être à certains égards pour nous assez profitable. Toujours pour cette observation. Ouais, c'est pour s'étalonner, pour voir où on en est. Pour s'étalonner, voilà, c'est pas mal. Mhm. D'accord. Mais le groupe est nécessaire. Si tu regardes bien, c'est grâce à lui qu'on peut avoir de la nourriture, c'est grâce à lui qu'on peut avoir des transports, c'est grâce à lui qu'on a de la police, c'est grâce à lui que si on ne vit pas dans le groupe, on vit tout seul. Hein, on vit sur une montagne et puis c'est terminé dans une grotte. Mais ce qui est le plus difficile, ce que je trouve dans un système de groupe, c'est que tu es dans un système de solitude, c'est-à-dire tu es tout seul au milieu d'un groupe. Ne serait-ce que le fait de t'observer, c'est tout seul. Tu t'observes tout seul. C'est pas le groupe qui t'observe. Toi, tu es mêlé dans le groupe de façon à pouvoir t'isoler de ton observation. C'est euh, plus tu deviens, on va dire, supramental, plus tu deviens euh, euh, lucide, et plus tu t'aperçois que tu as de la difficulté à, comment dire, à euh, absorber ce qui est extérieur, à tout ce qui est polaire vis-à-vis de l'extérieur. Tu n'arrives plus, tu peux pas. C'est un petit peu comme tu peux respirer le même air que les autres, mais tu ne supportes plus leur haleine. Je crois que c'est la même façon de voir les choses, quoi. Ok. Bon, moi, par rapport à ce que tu disais, Jean-Luc, il y a quelques temps, enfin, bon, moi, ok, ça fait 4 ans que j'étudie le supramental, que je l'applique un petit tant que ce que je peux dans ma vie. Et puis, ben, il me semble que je suis, je suis de moins en moins ballotté, mais je suis toujours ballotté par les émotions. Et, et je prends l'exemple de, voilà, moi, j'aime pas le foot. Mais quand ça m'arrive d'aller, enfin de passer devant une terrasse de bar où ils ont mis la télé, c'est un match, et puis il y a tout un groupe là qui prend parti pour une équipe, et puis et ils manifestent, enfin alors, ils manifestent que ah tiens c'est les autres qui ont marqué ou c'est eux qui ont marqué, etc., etc. Et ben donc, enfin, je trouve que ça dégage une énergie et c'est pas que je m'intègre, mais j'en profite un peu. Et c'est-à-dire que ça me va bien de boire un coup là dans le bar. Le match, je m'en fous complètement, mais du fait que les gens réagissent comme ça, et enfin, je trouve qu'il y a une émotion et ben voilà, j'en prends une dose je prends une dose d'énergie là. Et c'est normal, on est humain. C'est normal qu'on profite de l'humanité. Ouais, mais c'est euh, ouais, c'est-à-dire que l'histoire de la solitude, ben enfin, c'est pas Et on tant peut que ça, faire, quoi. C'est- quand je parle de solitude, on parle de constatation intérieure. On, ça ne veut pas dire, en gros, que on rejette
les individus, parce que ce sont les individus qui vont amener des idées, ce sont les individus qui vont amener des nouvelles voies de choses que tu n'avais pas vues. Mais tu ne peux plus les englober ou les supporter ou les intégrer. Voilà, tu ne peux plus les intégrer. Tu en profites, mais tu les intègres pas. Ok, d'accord. Ouais, je vois un peu mieux la distinction, hein, d'accord. Ok. Bon, mais toujours enfin, on a dérivé, je trouve, par Je sais rapport pas, à. ouais. Non, mais par rapport au sujet, parce que, mais c'est intéressant, hein, mais là, je pensais qu'on aurait pu parler des émotions et du fait que, tiens, est-ce que on peut utiliser l'énergie des émotions pour quelque chose. C'est-à-dire, l'émotion, elles ont suffisamment d'énergie pour nous balloter. Donc, on a vu, on a fait un petit tour là, tiens, comment ne plus être ballotté par les émotions en étant centrique, en prenant du recul sur tout ce qui nous arrive. Mais donc, en fait, c'est pour le moment, il me semble on a dit, tiens, voilà comment on se déconnecte enfin, on se déconnecte, c'est pas se déconnecter des émotions, mais ouais, comment, enfin, on a encore des émotions, mais on coupe le circuit entre l'émotion et nos réactions à nous. C'est-à-dire que enfin, il ne me semble pas qu'on puisse, d'après ce qu'on a dit, utiliser cette énergie l'énergie des émotions pour autre chose. Je ne sais pas Ah, si. un petit truc là, c'est que on pense que l'émotion, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est ça qui est bizarre. C'est que en fait, si tu vois, il y a ce qu'on appelle les émotions voyageuses. Tu peux te promener, puis tu vas ressentir une émotion, et tu vas ressentir soit de la tristesse, soit de la gaieté, et ça vient pas de toi. Ce sont des émotions qui se baladent, qui sont autonomes, et qui peuvent venir rentrer chez toi, et puis faire une sorte de résonance. C'est un peu comme une pensée ou une entité, mais c'est une émotion sans avoir de début, ni de fin, d'origine, ni de cause, ni de but, mais qui passe comme ça, un peu comme un égrégore, mais c'est une forme d'émotion. Et il y a pas mal d'émotions qui se promènent comme ça. Oui, Il y là, a, tu il y a commences. des gens qui vont dans des plans ou qui vont dans des plans astraux ou dans d'autres plans qui les voient. Ce sont des systèmes intelligents, autonomes, intelligents euh, avec une certaine mesure, mais autonomes et qui, qui vont se greffer sur des individus uniquement par résonance. C'est tout. Donc déjà, c'est difficile de pouvoir les sentir venir, mais dès qu'elles sont là, hop, tu les rejettes et ça part tout de suite, ça part tout seul. Ok, Raid, t'as levé la main, mais toujours j'en profite lâchement. C'est-à-dire que, ouais, donc en fait, là, ce que tu nous dis, Jean-Luc, c'est que, oui, en fait, les émotions, on n'a pas à vouloir les utiliser leur énergie, c'est des parasites, quoi, en gros. C'est des parasites qui se greffent à nous. J'aime pas le mot parasite, ça veut dire toujours quelque chose qui va nous faire tomber malade. Ouais, non, mais c'est quelque Euh, chose d'extérieur et il n'y a pas de raison d'en faire quelque chose ou pas, quoi. Là, ce qu'il oui, faudrait, c'est de. pourquoi, c'est ça, Ouais, ouais. Pourquoi c'est ça. utiliser toujours quelque chose pour, Ouais, ouais. pour, Ouais, euh, s- pour essayer de s'améliorer alors qu'en fait, c'est déjà bien amélioré et ça sert à rien d'utiliser des choses. C'est un peu comme si tu allais chercher le voisin pour t'améliorer. Améliore-toi toi-même et ouais, tu n'auras pas d'accord. besoin du voisin. Ok. Ouais, Voilà, en c'est gros, clair. c'est comme ça. Ouais, d'accord, c'est clair là. Ok, merci. Merci Jean-Luc. Bon, vas-y, Raid. Oui, moi je voulais dire que ce que dit Jean-Luc, là, mais je pensais que certaines personnes, ils ont la capacité de réveiller chez nous des émotions qu'on ne pourrait pas vivre tout seul. Mm. Euh, Parce que bon, dans notre expérience, ben, on a mené à vivre plusieurs types d'émotions et de sentiments. Mais
Il y a des sentiments, des émotions qu'on peut vivre qu'en rapport à certaines personnes. Et moi, je pensais à ça quand Jean-Luc il a dit que ces émotions un peu voyageuses, ben, on les vivait comme provenant de nous. Et, et du coup, ben, c'est quelque chose de très, de parfois oppressant par rapport aux personnes qui nous entourent. Parce que certaines personnes, ben, ils ont la capacité de nous taper dans des endroits particuliers et réveiller précisément les émotions à laquelle on est les plus vulnérables. Mhm. Comme s'ils avaient un fusil, ils t'envoient une balle. C'est ça, c'est exact. Comme si étaient des télépathes, quoi. Et ils Ouais. savaient vraiment C'est de la exactement, télépathie émotionnelle. c'est de la C'est ça. télépathie émotionnelle. Hein. Et ça, c'est quelque chose de très agaçant parfois, mais bon, si on est intelligent, c'est très agaçant. Mais si on est intelligent, on peut l'utiliser pour se développer. Hein. Parce que Mhm. du coup, ben, c'est quelque chose d'un peu, ce que je veux dire, quelque chose un peu de la philosophie un peu chrétienne, quoi, de développer une certaine résilience. Mhm. Bon, malheureusement, quand quelqu'un nous agace, on n'a pas toujours le droit de lui taper sur la tête, quoi. Mhm. La chose qu'on fait, ben, c'est la patience, et dans ces patiences, ben, on apprend à constater de certaines choses. On cherche en fait dans des endroits inexplorés, quoi, des endroits arides, mais des endroits qui peuvent nous donner des informations très importantes. Hein. Ouais, donc, Mhm. en fait, c'est toujours dans l'exploration de l'auto-exploration, quoi, hein, donc de s'analyser, d'analyser tes réactions, tes émotions, à quel enfin, dans quelle situation elles arrivent et tout ça, quoi. C'est ça. Oui, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de quasiment constant. Hein. C'est Ouais. quasiment fondamental. C'est quelque chose que, ben, ça fait un peu de processus, partie un peu du processus psychique, un peu comme on respire. Hein. C'est quelque chose que ben, on arrête de faire seulement quand on accède à un état un peu supérieur ou quand on revient à être inconscient, en fait. Parce que quand on est un peu dans une espèce de bataille un peu personnelle qui définit un peu l'évolution psychique de beaucoup de personnes, c'est ça, en fait. C'est la constante analyse et la recherche de réponses, en fait. Des réponses qui deviennent des réponses fondamentales, quoi. Mhm. Des choses qui ben, sont constantes et sont toujours existence. Ok. Un truc, excuse-moi Christian, je te coupe, mais euh, quand on est dans le rêve, on a toujours des émotions. Quand on sort du rêve, on a toujours des émotions. On a toujours la sensation d'avoir ces émotions. C'est un petit peu comme s'il y avait des particules d'émotions qu'avait chaque personne. Et quand elles sont dans un groupe, clac, elles nous forment de l'émotion. Quand on prend plusieurs gens, notamment au football, là, qui sont tous ensemble en train d'hurler sur un ballon ou une équipe, alors que tu les connais pas souvent, et tu ressens de l'émotion, ou quand il y a des religieux qui se mettent tous à chanter dans le même moment, ou même sous une forme de prière et tout ça, tu ressens ces particules d'émotion, ces petites particules qui se mettent en tas et puis qui viennent te percuter, un petit peu comme on parlait de la balle tout à l'heure, ces formes de télépathie émotionnelle qui nous percutent, qui en fait sont pareils dans le monde astral, dans le rêve, où chacun ressent brutalement toutes ces émotions. On sort, on se réveille d'un rêve et on se met à pleurer, ou on se réveille d'un rêve et on se met à rire. euh, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et, ou alors on se met en colère. Fait, il y a tout un tas de choses qui sont assez, assez brillantes, je dirais, pour, euh, pour trouver ça bizarre, comme quoi ça ne nous appartient pas, ces histoires-là. Mais Et on réagit. ouais, Christian, tu as levé la main, vas-y. Ouais, c'est pour
pour poser une question à Jean-Luc par rapport à ces émotions flottantes. Là, je ne sais pas le mot que tu as Voyageuse, employé. ouais. Voyageuses, voilà. Est-ce que c'est pas relié à des égrégores ou est-ce que c'est plutôt des émotions qui ont été perçues par quelqu'un aux alentours et qui s'échappent ou qui traversent, à ton avis? En fait, Je c'est pense que intéressant ça. ce sont ce qu'on pourrait appeler des émotions, comment dire, c'est un peu comme une entité. Alors qu'une entité, c'est faite de mémoire, d'une vie particulière. Ces émotions sont faites euh, d'une entité émotive, où ça ne contient que de l'émotion. Euh, Par exemple, quand il y a certaines entités qui vont se greffer sur des individus pour leur déclencher une addiction, parce que eux-mêmes ont été dans une vie précédente addicts. Donc, ils retrouvent exactement la même configuration et la même superposition de l'individu qui va devenir addict, que ce soit de la drogue, de l'alcool, du tabac, peu importe. Et l'émotion, c'est pareil, c'est de la même addiction. Ce sont des entités addictes. Comment exprimer ça? C'est un petit peu comme si une émotion, c'était une addiction. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher beaucoup de films ou de choses comme ça pour avoir une forme de, de dépendance, une forme d'addiction. Et donc, on peut dire, moi, je les vois mieux sur une forme d'entité que sous forme d'égrégore, qui serait plutôt un amas de briques qui se balade. Un égrégore, ça peut être par exemple, une chanson qu'on va fredonner, mais c'est toujours la même chanson. S'il y a un autre qui passe, ça va être la même chanson. Ça va pas l'influencer. Ça va simplement, il va avoir simplement l'idée soit de chanter la Marseillaise, soit de chanter une chanson qu'il avait déjà entendue il y a 10 ans. Euh, ça ne donnera pas de dépendance. Ça ne donnera pas de fidélisation. Ça va y rester un petit peu à la tête et puis après ça partira. Mais dans une forme d'addiction, d'une addiction émotive, l'émotion elle reste. Parce que on ne sait pas, on l'a mise en mémoire déjà, et en la mettant en mémoire, on essaie de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on a pu l'organiser, comment on peut y revenir, comment on peut la maîtriser. Et c'est souvent lié avec l'émotion pure qui est un individu. euh, c'est plus l'émotion que l'individu. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir, mais l'émotion, elle va diriger vers l'individu euh, ce qu'elle veut donner. Tandis que un individu va diriger un autre individu en lui donnant un petit peu d'émotion. C'est une forme totalement opposée, mais totalement percutante. Quand vous avez je sais pas, si vous vous promenez ce qui serait intéressant, c'est de mettre un bandeau et de mettre des trucs dans les oreilles, là, des bouchons, et puis vous promenez au milieu de certaines zones tristes ou gaies, et vous ressentiriez les émotions qui se passent. Alors, ce n'est pas les vôtres, puisque vous ne les connaissez pas, mais vous les ressentiriez. Et là, vous verriez qu'il y a des émotions qui rentrent, qui sortent. Et on est un peu comme les couloirs de la sensation, où l'émotion rentre par une porte et elle ressort par l'autre. Et on se demande ce qui s'est passé. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Raed, vas-y, t'as demandé la parole. Ah, j'ai bien 5 ou 10 minutes, hein, je pense, hein. On est presque Ouais, vers la fin, mais je trouve que ouais, bon, Ouais. on peut déborder de 5 minutes. Allez, donc il en reste 10 au total. Mais d'accord, je veux bien en l'objectif fait. prend pour toi, hein. Voilà. D'accord. Et je me rattache à ce que dit Jean-Luc parce que c'est bien intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas forcément mettre des bandeaux sous les yeux et des bouchons dans les oreilles pour pouvoir apercevoir et ressentir des émotions dans certains lieux et endroits, hein. Je Mm. pense qu'il y a un certain pesanteur, une certaine joie,
qui persiste à certains lieux. Hein. Moi, je peux apercevoir ça, je peux apercevoir une espèce de joie, de légèreté, quoi, dans beaucoup de lieux de culte, même sans s'y rentrer, quoi, jusqu'à m'en approcher, quoi, je ressens quelque chose. Hein. Que bon, je considère là que je pense que ça provient de l'extérieur de moi, quoi. Mais, mais oui, mais oui. Je voulais redire autre chose, mais bon, je ne me rappelle plus. Hein. Oui, d'accord. C'est dommage. Alors c'est moi qui parle. Voilà. Ouais. Je te laisse la parole avec plaisir. Tant pis pour toi. Non, mais bon, bref, sérieux. Ouais, alors Jean-Luc, là, ok. En partant du postulat que les émotions ne sont pas à nous, elles viennent se piquer, enfin, elles voyagent et puis elles se posent sur les gens. Mais je me pose quand même une question sur la joie, parce que la joie, il me semble que c'est une émotion très particulière qui, bon, allez, je mets le mot positif, c'est-à-dire que la joie, c'est moteur. Enfin, pour moi, c'est relié à la joie de vivre, c'est relié à la volonté d'entreprendre, d'être sur Terre, de faire plein de choses. Alors, est-ce que tu mets la joie aussi dans le même sac que les autres, comme émotion voyageuse, ou c'est un cas particulier? Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est comme les autres, parce que si tu regardes bien, tu es joyeux, et puis quand tu es plus joyeux, quand ce paquet de joie s'en va, tu te retrouves un petit peu comme, pas comme dépressif, mais comme avec un gros manque. C'est pas normal. C'est pas normal que tu sois en manque. C'est pas normal que on soit sans arrêt en recherche de quelque chose, d'être débalancé. Parce que du moment que tu as une joie, ok, tu vas être bien balancé d'un côté, mais ça va partir, tu vas être débalancé de l'autre. Il y a quelque chose qui va pas. Ok, donc l'idéal, c'est de ne plus avoir d'émotion. Enfin, de ne plus. L'idéal, c'est de pouvoir sentir tout ce que tu veux, mais de ne pas t'embarquer dedans. Ouais, de ne pas être embarqué. Mais... Pour pouvoir savoir ramer dans tes émotions, dans ta barque émotionnelle, savoir pouvoir guider ton bateau et non pas te laisser aller par le courant ou le flot et te demander si tu vas pas tomber à un moment donné à travers la cascade, quoi. Ouais, mais toi, tu as encore des émotions ou pas? Moi, j'ai des émotions comme tout le monde, Oui, comme tout le monde. j'espère. Je sais Comme pas, tout le enfin, monde. je sais pas comme tout le monde Ouais, a des émotions, je ouais, pense. c'est ça. Donc, on a toujours des émotions, mais Les émotions, mais ça fait partie d'un miroir. Disons que c'est un peu comme si on avait un miroir, qu'on se balade, et l'émotion, c'est une lumière. Quand il y a des lumières qui passent, eh bien, tu renvoies ta lumière, tu renvoies ce que tu as. Si ton miroir il est tout noir parce que tu l'as pas nettoyé, eh bien, la lumière, tu vas pas pouvoir la renvoyer beaucoup, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si tu es taciturne et qu'il y a quelqu'un qui passe et qui est très joyeux et qui t'envoie de la lumière, eh bien, ta taciturnité, tu vas la renvoyer au travers de ton miroir tout noir, tout triste, quitte à étouffer la lumière qui est envoyée. Tu comprends? Ton émotion, même si elle t'appartient pas, tu la reflètes. oui, ouais, ouais. Ok. Bon, donc en conclusion, donc la conclusion sur utiliser l'énergie de ses émotions, ben non, on n'utilise pas l'énergie de ses émotions. On peut être traversé par quelques émotions, mais on se laisse traverser, point, sans se laisser embarquer, quoi. En gros, ce serait ça la conclusion. Non? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Je pense Ouais, que c'est bien alors ce que tu moi, veux dire. ah pardon. Vas-y, Raël. Excusez-moi. Oui, ben, j'allais dire que ben, c'est pas trop faux ce que tu viens de dire, hein. Que surtout, ben, on tend à subir les émotions plutôt que les utiliser de façon active. Ok, Christian, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, vas-y. Ouais, mais enfin, moi, je vais faire un peu de la redite, mais comme c'est ma façon de voir les choses,
Pour moi, une émotion, quand elle est trop forte, qu'elle soit joyeuse ou triste ou quelle qu'elle soit, toujours éviter de se laisser embarquer et toujours l'observer et aller tirer le fil, quoi, pour voir d'où ça vient. Pas pour s'amuser à aller tirer le fil, mais pour éviter que ça se reproduise. Qu'un schéma répétitif vienne rebalancer ou redébalancer, enfin, nous refoute en vrac, alors que le problème, on l'a déjà vécu une fois, 2 fois, 10 fois. Au bout d'11 fois, c'est chaud, quoi. Ça suffit, quoi. Je dis 11 fois, ça ne devrait jamais arriver 11 fois. Quand on ne sait pas du tout quand on n'a jamais entendu parler de supramental, bon, mais on dit comme ça parce qu'on croit que c'est normal. On croit que c'est normal. Et même quand tu écoutes à la télé, les émotions, c'est merveilleux. S'il y a pas, la vie, c'est l'émotion. Les émotions, c'est la vie. Ça, voilà. Et la joie, c'est fantastique. La tristesse, il faut aider les gens. Bon, moi, je pars du principe que toutes les émotions, quand elles basculent dans quelque chose qui nous fait perdre de l'énergie, qui nous fait. Parce que par exemple, ben, l'exemple que vous avez pris de Jean-Claude et Jean-Luc par rapport au sport, ben, il est nickel. Tu prends des mecs qui gagnent, les supporters qui sont contents parce qu'ils ont gagné un match, enfin, c'est même pas eux, c'est l'équipe. Ou quelqu'un qui est content d'être à table en famille, qui prenne une photo pour se souvenir de ce moment extraordinaire. Bon, c'est un grand moment de joie pour tout le monde. Et puis, manque de bol, 6 mois après, il y a une personne qui meurt. La personne n'est plus là. Et quand on regarde la photo, ben, la belle photo qui rendait tous les gens heureux 6 mois avant, ben, tout le monde pleure. Donc, quid de l'émotion, quoi. Fuck. Alors, pour moi, c'est pareil. Par contre, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a juste du débalancement, quoi. Et bon, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ok, parce que donc dans le supramental, on dit les pensées viennent d'ailleurs, et donc là maintenant, on vient de voir que les émotions viennent d'ailleurs aussi. Mm. Elles sont liées quand Ouais. même à notre programmation et à notre histoire. Hein. Non, c'est notre réaction qui est liée à la programmation, mais les T'as émotions, raison, t'as raison. Mm. Ouais, ok, bien vu. très bien. Bon, bah donc c'est pas comment utiliser l'énergie de ces émotions, mais comment se faire traverser par les émotions pour vivre notre vie, mais et sans plus, quoi. Ouais, il faut utiliser les émotions comme une forme de distraction. Ouais, très bien. Ok, ben ce sera le mot de la fin. On fait 1h04. Merci, Merci. c'était passionnant. Et bon, alors la prochaine émission, moi je voulais creuser sur une émotion, mais comme on a vu que Ah, c'est des émotions voyageuses et tout, ben, j'efface ça. Et comme Jean-Luc, tu nous as parlé des addictions, et ben je voulais, enfin, je voulais mettre ce sujet à l'ordre du jour d'une prochaine émission. Ce sera la prochaine. Alors, je ne sais pas encore comment la formuler, mais ouais, je voudrais bien essayer d'explorer les addictions. Et puis, a priori, c'est de s'en dégager, ouais. comment s'en dégager. Hein. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, tous les trois. Merci. Et merci aux gens Merci tout le monde. merci aux gens qui ont Merci. regardé et qui vont regarder après. Ok. Au Ciao. revoir. Au revoir. Ciao. Ok, ciao. Ouais. Euh, Attendez.